Les deux opposants irakiens expulsés par la France ont été graciés dans leur pays. C'était l'une des exigences des ravisseurs qui détiennent les otages français au Liban. François Mitterrand a envoyé pour cela un émissaire personnel à Bagdad. Des manifestations de soutien se sont déroulées à travers toute la France pour obtenir la libération de ces otages. Sur place au Liban, le docteur Raad continue de négocier avec les ravisseurs. Et puis pour la première fois depuis 20 ans, les prix ont baissé le mois dernier en France. L'inflation était négative en février, moins 0,2%. Madame, Monsieur, bonsoir. Une lueur d'espoir et peut-être un peu plus ce soir à propos du sort des otages français détenus au Liban. Les deux opposants irakiens expulsés le mois dernier par Paris, ces deux hommes ont été graciés dans leur pays. Ils seraient maintenant libres de leur mouvement et même libres de revenir reprendre, s'ils le souhaitent, leurs études en France. C'était un point capital, pour ce que l'on peut savoir, un point capital dans la négociation menée au Liban par les émissaires français, notamment par le docteur Raad. Nous allons y revenir dans un instant, mais d'abord et en priorité, ce fait lui-même, la grâce donc dont viennent de faire l'objet ces deux opposants irakiens. Hervé Brusini. 18h22, la dépêche AFP tombe. Et tout de suite ces mots à propos des deux opposants irakiens. Ils sont graciés par le président Saddam Hussein. Ils ont toute liberté de revenir continuer leurs études en France. Hamza Fawzi et Hassan Keraldine sont donc libres. Ils étaient là photographiés à Bagdad il y a quelques jours. Auteur de la négociation, Maurice Courage, l'ambassadeur de France en Irak, mais aussi depuis 48 heures, le président de la République française qui a personnellement suivi cette affaire en envoyant un émissaire particulier, lui aussi diplomate, auprès du chef d'État irakien Saddam Hussein, filmé hier ici en Irak lors d'une revue de ses troupes. De la part de Saddam Hussein, cette décision de grâce est sans précédent. Les deux opposants n'ont même pas été jugés, l'enquête elle-même a été annulée. C'est que l'émissaire de François Mitterrand était porteur d'un message demandant la grâce des deux hommes, précisément au nom du président de la République française. Voilà, il faut en revenir maintenant, Edouard, à la signification de cette grâce qui tombe à point nommé. C'est la preuve, semble-t-il, donc que la négociation commence tout juste à porter ses fruits. Oui, c'était effectivement la revendication de base figurant dans les derniers communiqués du djihad islamique. Alors, dans un premier temps, il faut souligner l'aspect exceptionnel de cette mesure, obtenue sur intervention directe de François Mitterrand, une demande de chef d'État à chef d'État. Sur ce que la France a offert en échange, bien entendu, pour l'instant, on ne peut rien affirmer. Mais compte tenu du niveau de nos échanges commerciaux, militaires, mais aussi politiques avec l'Irak, il est évident que tout cela a joué. En tout cas, la conséquence immédiate de cette mesure est claire. La porte est maintenant ouverte à une amorce de règlement de cette affaire d'otages. Le deuxième point réclamé par les ravisseurs porte sur les 5 membres du commando impliqués dans l'attentat visant Bakhtiar. 4 sont condamnés à vie. Ce n'est pas encore fait, mais par le biais d'une réduction de peine, ils pourraient très vite bénéficier d'une libération anticipée. Dernier point, acquis depuis longtemps, la garantie du président Assad et donc de la Syrie, indispensable sur toute affaire concernant le Liban. Maintenant, et avec les expériences de ces derniers mois, il faut bien rappeler que la décision finale concernant les otages appartient à ceux qui les détiennent physiquement. Bien, nous allons tout de suite essayer de voir comment cette nouvelle de la libération de ces deux opposants irakiens a été vécue à Beyrouth. Je propose de retrouver, je vais découvrir avec vous donc le reportage, ou en tout cas au téléphone, le climat sur place avec notre envoyé spécial Pierre Serra qui vient tout juste de nous appeler. Pierre Serra qui est donc On a un peu l'impression ici que la négociation avance, même si les réactions des ravisseurs demeurent imprévisibles. Le docteur Raad a rencontré aujourd'hui le shir Mohamed Hussein Fadlallah. Ce n'est sans doute pas un hasard si au même moment ou presque, le chef spirituel du Hezbollah manifestait son opposition formelle aux prises d'otages, particulièrement en ce qui concerne les journalistes, demandant instamment à ceux qui détiennent l'équipe d'Antenne 2 de les relâcher. Il est donc permis d'espérer que la grâce et le retour en France des Irakiens expulsés peut lever une hypothèque qui pèse sur le sort des otages. Reste que les ravisseurs attendront sans doute de vérifier l'identité des Irakiens lorsqu'ils seront de retour à Paris. Toute la presse est actuellement massée à Beyrouth, à l'hôtel Summerland. On y attend le retour éventuel et une déclaration hypothétique du docteur Raad, qui en ce moment même rend compte de cette phase de sa mission aux responsables français. Pierre Serra, Antenne 2, Beyrouth. Oui, bien sûr, cette grâce est un fait sans précédent. Elle apparaît comme un geste symbolique, d'autant que les deux hommes, les deux opposants irakiens, n'ont pas été jugés. Et ce soir, les amis et les parents qui avaient dénoncé leur expulsion le mois dernier, ces parents, ces amis ne dissimulent pas leur soulagement. Cette grâce a été obtenue grâce à l'effort de tout le monde. On a su dans quelles conditions les deux Irakiens ont été envoyés dans leur pays.
l'opinion publique s'est émue, il y a eu une prise de conscience et tout le monde s'est posé des questions. Poser des questions parce que l'on n'a pas admis que l'on agisse en violation de certains principes, et on n'a pas admis le comportement de certains services qui ont contrevenu aux droits de l'homme. Pensez-vous que cette grâce présidentielle va permettre la libération de certains otages, voire de tous les otages? Je pense qu'il y a eu des interventions politiques et compte tenu de la dédramatisation, une solution globale peut intervenir dans les jours prochains. Alors bien sûr, cette nouvelle a causé une véritable surprise, vous l'imaginez, tout à l'heure, lorsque nous avons donc reçu cette dépêche. Personne ne pensait que les choses iraient si vite et que ces deux opposants irakiens, dont on craignait pour la vie et qui étaient donc au centre des négociations à Beyrouth, que ces deux hommes seraient libérés et même graciés aussi rapidement. Nous avons donc immédiatement tenté de joindre les hommes politiques de tous bords pour connaître leurs réactions. Nous les aurons peut-être dans le courant de ce journal. Et puis il y a les familles des otages qui ont appris tout à l'heure cette nouvelle. Elles n'avaient pas caché leur déception et même leur colère au lendemain de cette expulsion bavure des deux opposants irakiens. Écoutez ce soir la réaction de Joël Kaufmann. Moi, je suis très contente pour ces deux Irakiens et surtout pour leurs familles. À chaque fois que des hommes se retrouvent en liberté, on ne peut qu'exprimer notre joie. Je suis contente aussi de voir que le gouvernement, comme le président Mitterrand me l'avait promis samedi dernier, a fait le maximum pour rattraper cette horrible maladresse qui avait été d'expulser ces deux opposants irakiens. Et j'espère que là-bas, ça va être entendu par les ravisseurs, par un geste de raison très positif, et que ça peut peut-être enclencher un processus de libération. Et je dirais ici que j'espère qu'il n'est pas trop tard pour Michel Serra et que si quelque chose se met en route à partir de cette libération, on les retrouvera tous les 8. Autour de ces familles des otages, la France s'était mobilisée. Aujourd'hui, les chaînes de télévision et les stations de radio ont ainsi observé une minute de silence pour manifester de la sorte leur solidarité. C'était à 13h05 tout à l'heure. Vous avez pu le suivre, notamment sur Antenne 2. Mais il y avait aussi des manifestations dans plusieurs grandes villes, et notamment à Paris. Martine Laroche-Joubert. 13h, les cloches de Notre-Dame se mettent à sonner. C'est l'heure de départ de la journée de solidarité avec les otages retenus au Liban. Au même moment, une péniche affrétée par SOS Racisme croise celle des amis de Jean-Paul Kaufmann. 17h, place du Palais Bourbon, derrière l'Assemblée nationale. Plus d'1 millier de personnes manifestent leur indignation et leur émotion. Hommes politiques, dirigeants syndicaux, ils sont tous venus ici, quelle que soit leur appartenance politique. C'est la réponse à l'appel à l'unité lancé par le comité Kaufmann. Aucun slogan, pas de banderole, peu de déclarations, le silence face à l'attente et à l'angoisse des familles. Il y a aussi des comédiens, Harlem Désir, et bien sûr, des représentants d'Antenne 2. Une manifestation d'une demi-heure au cours de laquelle les familles de tous les otages se retrouvent. Les enfants de Jean-Paul Kaufmann, Martine Rochaud, la femme du journaliste d'Antenne 2 et Joël, la femme de George Hansen et sa fille. Joël Kaufmann lance alors un ultime appel aux ravisseurs. Vous savez que ce que vous venez de faire ne peut que vous discréditer et discréditer votre cause aux yeux du peuple français et de tous vos amis. Je vous en supplie, arrêtez! Voilà, et puis j'ajoute qu'il n'y a toujours pas de nouvelles ce soir de nos camarades de l'équipe d'Antenne 2, donc enlevés il y a 5 jours maintenant à Beyrouth. Pas de nouvelles, mais là encore, j'ai envie de dire une lueur d'espoir, puisque Cher Fadlallah, c'est un religieux libanais chiite, qui est considéré comme le chef spirituel du Hezbollah, donc des intégristes chiites, qui détiennent apparemment nos amis. Cher Fadlallah s'est prononcé aujourd'hui précisément pour la libération donc, des 4 journalistes d'Antenne 2. Je vais vous montrer un document. Maintenant, nous le devons à notre envoyé spécial, Pierre Serra. Il a retrouvé le chauffeur de taxi qui accompagnait l'équipe d'Antenne 2 juste au moment où elle s'est fait enlever. Il y a donc 5 jours maintenant à Beyrouth. C'est un document. Je vous propose de le regarder et tout de suite je le découvre en même temps que vous. Il avait peur, il se cachait. C'est lui finalement qui est venu à nous. Il s'appelle Ahmed Zaineddine. C'est lui que Philippe Rochaud avait loué samedi dernier avec Georges, Aurel et Jean-Louis pour aller dans la banlieue sud. Il fait partie des chauffeurs qui transportent les journalistes étrangers dans Beyrouth, quels que soient les dangers. Très prudemment, en tentant de ne pas trop nous faire remarquer, nous avons refait avec lui une partie du trajet.
et Ahmed raconte une nouvelle fois ce qui s'est passé samedi entre 5h et 5h30. Ils avaient fini leur travail, on a repris ensemble le chemin de l'hôtel et c'est là que c'est arrivé. Quand on lui demande qui a fait le coup, Ahmed répond très simplement « Je ne sais pas ». Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me le dire? Non, je leur ai posé la question. Qui êtes-vous, Amal ou Hezbollah? Pas répondu. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec Philippe. Non, Philippe, je le connais, c'est un ami. Depuis qu'il s'est arrivé, je n'arrête pas d'y penser toutes les nuits. Je n'endors plus. Philippe, c'est un type bien, tout le monde le sait ici. C'est dur, hein? Oui, je l'ai plaint. Dans ce quartier aussi, en tout cas, les Français comme nous aujourd'hui ne sont plus en odeur de sainteté. Voilà, il faut ajouter à tout cela que les émissaires français envoyés au Liban devraient rendre compte de leur mission dans les heures qui viennent au ministre des Relations extérieures, M. Dumas. Je vous rappelle donc maintenant l'information essentielle, capitale sans doute, dans la négociation qui se poursuivent au Liban. Les 2 Irakiens expulsés par Paris viennent d'être graciés par le président irakien Saddam Hussein. Le président Mitterrand avait envoyé un envoyé spécial. Si nous avons d'autres réactions ou d'autres informations au cours de ce journal, je vous les ferai connaître bien sûr immédiatement. Mais en marge de cette affaire, vous devez aussi savoir qu'un officier français a été tué cet après-midi au Liban, dans la cour de la résidence des Pins. Il s'agit d'un des observateurs envoyés par la France en 1984 à la demande du gouvernement libanais. L'autre information importante de ce mercredi nous entraîne sur le terrain de l'économie avec un chiffre qui est un symbole. Pour la première fois depuis 20 ans, les prix ont baissé. Ils ont baissé en France le mois dernier. L'inflation était négative, moins 0,2% en février. Donc, un excellent résultat que nous commente maintenant Gérard Leclerc. Heureux pour Pierre Bérégovoy, le jour de gloire est arrivé. Un indice des prix négatif, moins 0,2%. Du jamais vu depuis 20 ans. Sur un an, l'inflation retombe à 3,4%, presque la moitié moins qu'en février 85. Et sur les 6 derniers mois, la France fait mieux que la moyenne de ses partenaires européens et aussi bien que la vertueuse Allemagne. L'économie française touche les dividendes de 3 années de rigueur avec un freinage sans précédent de l'activité et des salaires. Elle bénéficie aussi largement de la chute du dollar qui a perdu le tiers de sa valeur en un an et de celle, plus récente mais encore plus brutale, du pétrole. Certes, plus de la moitié des prix restent sous contrôle et les hausses des tarifs publics ou des taxes pétrolières ont été renvoyées à plus tard. Néanmoins, l'inflation paraît bien maîtrisée. On table sur une hausse limitée à 2% cette année. Voilà qui devrait conforter le franc. Sur les 6 derniers mois, les prix évoluent en France au même rythme qu'en Allemagne fédérale. Inutile de vous dire que c'est aussi quelque chose de très positif et que cela nous permet de consolider la situation du franc. C'est pourquoi, comme je l'ai souvent dit, oser parler de dévaluation en ce moment est plus qu'une erreur, c'est une faute grave. Notons tout de même que depuis le dernier réaménagement monétaire de mars 83, les prix français ont augmenté de 10% de plus que les prix allemands, ce qui pénalise les produits français. Il n'empêche que par un pied de nez de l'histoire, la gauche aura échoué sur le chômage, là où on attendait beaucoup d'elle, et qu'elle aura réussi sur les prix, là où certains prédisaient le pire. Dans l'immédiat, ce ralentissement du coût de la vie est une bonne affaire pour les industriels qui exportent, pour les épargnants et pour les salariés. Chaque point prélevé sur l'inflation est gagné pour le pouvoir d'achat. Georges Filiou, nommé conseiller d'État, la décision a été prise ce matin au Conseil des ministres. Monsieur Filiou, qui est toujours ministre de la Communication, rejoint donc ce grand corps. Il annonçait hier la création de 2 nouvelles chaînes privées conçues à l'échelle européenne. Elles seront relayées par le satellite TDF1. Au total, 4 canaux sont ainsi confiés à 3 groupes, parmi lesquels on retrouve à nouveau Silvio Berlusconi et Jérôme Sédou. Une nouvelle fois absente de cette affaire, la grande absente, c'est la CLT, la maison mère de RTL. Nous en arrivons maintenant à notre journal spécial élection. Il n'y a plus que 3 jours avant le scrutin. Nous allons en parler dans un instant avec Paul Amar. Voilà
Voilà, Paul, et on commence donc par une question. Que va faire François Mitterrand le 17 au matin, donc au lendemain du scrutin? J'aurais dû descendre Le Monde, mais dans la panique, j'ai pas pu le descendre. Donc simplement dans Le Monde, une longue interview, enfin en tout cas des révélations sur ce que penserait, ce qu'aurait dit M. Mitterrand sur ce 17 au matin, donc éventuellement son départ. Oui, Le Monde dit que le président de la République pourrait démissionner très vite si le RPR et l'UDF gagnent et s'ils obtiennent une victoire écrasante le 16 mars. Apparemment donc, le président de la République aurait changé d'avis. Il a toujours dit qu'il restera à l'Élysée jusqu'en 88, quel que soit le résultat de l'élection législative. Il serait donc présomptueux et surtout imprudent d'affirmer que François Mitterrand démissionnera sûrement si le RPR et l'UDF obtiennent une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il est d'ailleurs impossible d'écrire aujourd'hui précisément le scénario de l'après 16 mars. On se tromperait sûrement. Ce qui est vrai tout de même, c'est que la lecture du Monde cet après-midi n'a pas mis en émoi l'Élysée. La présidence s'est même gardée de démentir, comme s'il ne lui déplaisait pas d'accréditer cette idée. Cette démarche aurait pour effet de dramatiser l'enjeu du scrutin, démarche perceptible déjà le 2 mars dernier à TF1. Pas question d'être un président au rabais, avait-il dit. Je préférerais renoncer à mes fonctions plutôt qu'à mes compétences. Traduction politique à l'intention des électeurs. Si vous votez pour le RPR et l'UDF, la cohabitation risque de devenir très vite une épreuve de force. La vie politique serait paralysée et la crise de régime inévitable. Les Français auront peut-être compris le message. Le président essaie manifestement de susciter de leur part un réflexe légitimiste. Sera-t-il suivi pour autant? Réponse dimanche. Alors le reportage maintenant de ce journal spécial élection, il nous emmène en Isère, cette fois avec un face-à-face, un duel entre messieurs Mermaz et Carignon. Oui, nous sommes allés effectivement en Isère où la situation dans ce département résume assez bien le paysage politique national. Le bras de fer entre le RPR et le Parti Socialiste qui se disputent le leadership dans le pays se traduit, vous venez de le dire, par un duel impitoyable entre Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et Alain Carignon, le maire de Grenoble. Reportage d'Isabelle Bechler et de Noël Alexandre. Deuxième duel au sommet Carignon-Mermaz. Après les cantonales de 85, où il a fait basculer le département à droite, Alain Carignon veut transformer l'essai. Il mène une campagne feutrée en privilégiant les contacts avec les chefs d'entreprise. Son slogan, l'Isère en forme, comme lui, comme cet homme de 37 ans, autodidacte au long parcours de militant. Il compte sur 4 députés de droite alors qu'il n'y en avait pas un et la prolifération des petites listes ne lui fait pas peur. Il est normal que beaucoup de ceux qui, soit à gauche, soit dans l'opposition, n'ont pas été retenus pour des raisons ou des autres, souhaitent s'exprimer. Ça pourrait vous coûter un député? Alors, écoutez, je crois que les habitants de l'Isère nous font confiance dans l'ensemble, ceux qui se reconnaissent dans l'opposition. Et je pense qu'ils ne se tromperont pas de liste. Allez savoir, rien qu'à l'extrême droite, il y a l'embarras du choix et le Front National n'est pas tendre avec ses dissidents. De visite sur le marché et nous venons vous saluer. Aux dissidents, ce n'est pas le mot. 5 ou 6 personnes qui ont fait une liste en faisant appel à des personnes extérieures au département qui veulent s'en aller. Le numéro 2 est en prison, c'est une pantalonnade. Une pantalonnade qui pourrait bien égarer quelques électeurs. L'Isère approche le record national des petites listes. Le Parti communiste, lui, se bat à la porte des usines pour l'emploi, comme Alstom ici, et compte bien sur un élu, Jean Giard. Mais allez donc lui dire qu'il dirige une petite liste. Pour ma part, je dis qu'il y a une 3e grande liste dans le département. C'est la liste que je conduis, c'est-à-dire celle du Parti communiste français. Louis Mermaz, lui, sillonne son département de long en large jusqu'aux plus petites communes de montagne. Et dans sa ville, Vienne, il est chez lui, il reste confiant malgré les résultats des 2 derniers scrutins. Les petites listes l'inquiètent bien un peu, mais il fait bonne figure avec les écolos de rencontre. J'ai horreur des colorants, je me méfie des oestrogènes comme de la peste, etc. etc. Et les autres petites listes, on dit que certaines sont fomentées largement. Ça serait pas joli ça. Hein? Je sais pas, enfin moi j'en fomente pas. J'ai pas les moyens, j'espère que personne ne joue à ce jeu-là. Ça serait se moquer de la démocratie. Dimanche, les petites listes arbitreront le scrutin des législatives, elles se consoleront au régional. Voilà une campagne sans oestrogène pour Louis Mermaz et sans moustache pour Alain Carignon.
Les grands thèmes économiques de la campagne, maintenant vus par les leaders politiques. On a déjà vu Laurent Fabius, donc hier Valéry Giscard d'Estaing, et ce soir, si j'ai bien compris, c'est Georges Marchais. Oui, Georges Marchais qui a bâti toute sa campagne sur un seul thème, le chômage. Il est d'ailleurs sans doute le seul homme politique français à penser que le chômage peut être terrassé très rapidement. Et il le dit à Serge Misret. Formuler des propositions extrêmement concrètes qui aboutiraient à réduire le nombre des chômeurs d'1 million en 2 ans. Comment? Tout d'abord, il faut relancer la production. Il faut importer beaucoup moins qu'on ne le fait. Et j'ajoute, naturellement, qu'il faut développer de nouvelles coopérations internationales. En second lieu, tous les spécialistes s'accordent pour dire que dans les 15 prochaines années, nous aurons besoin de 100 à 150 000 robots. Il faut les fabriquer. Or, nous en fabriquons très peu. Parallèlement, il faut former les hommes pour utiliser ces robots. Eh bien, tout cela contribuerait à créer ce million d'emplois dont je parlais tout à l'heure. Cette crise n'a rien de fatal, contrairement à ce que l'on dit. La cause de la crise que nous connaissons, c'est une politique entièrement menée au service du grand capital. Donc, pour sortir de la crise, il faut que l'argent cesse d'aller à l'argent. L'argent doit être utilisé pour l'emploi, pour la formation, pour la production. On peut déjà l'augmenter maintenant, c'est une nécessité puisque comme on le sait, le pouvoir d'achat des salaires a baissé de 3,5%, celui des retraites de 2,2% et le pouvoir d'achat des paysans de 7,8%. Mais le développement de la production, la politique de croissance, c'est de nouvelles richesses qui pourront être utilisées pour améliorer le sort de tous ceux qui vivent du fruit de leur travail. Et dans le même temps, alors, il faut accroître l'impôt sur les grandes fortunes. La justice sociale, elle passe obligatoirement par là. À l'étranger, peut-être du nouveau au Tchad, avec l'annonce d'une rencontre entre les frères ennemis, Sénabré et Goukouni Wedei. Ce n'est pas confirmé pour le moment, mais la rencontre pourrait avoir lieu le 28 mars prochain au Congo. 27 millions d'Espagnols étaient appelés à se prononcer aujourd'hui pour ou contre le maintien de leur pays dans l'OTAN. Une décision importante à 2 titres. D'abord, pour des raisons évidentes de politique étrangère, mais aussi parce que le Premier ministre, Felipe González, partisan du oui, risque fort de ne pas être suivi. Le climat de cette journée maintenant avec sur place Bruno Albin. Le chemin emprunté par Felipe González pour se rendre ce matin au bureau de vote est sans doute le plus complexe qu'il ait suivi depuis le début de sa carrière politique. Du refus catégorique de l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN alors qu'il était dans l'opposition, il est devenu à la tête du gouvernement le plus ardent défenseur du maintien de son pays dans l'Alliance Atlantique. Les Espagnols ont évolué moins rapidement. Dans ces conditions, organiser la consultation populaire promise semblait relever du suicide politique. Et pourtant, quel que soit le résultat, et les premières estimations vont nous parvenir dans quelques minutes, quel que soit donc le résultat, Felipe González est, semble-t-il, le principal bénéficiaire de la campagne qui vient de s'achever. Il est en tout cas celui qui s'en tire le mieux possible. Sa cote d'amour est au beau fixe, son parti, le Parti socialiste, est en léger recul mais recueille toujours près d'une intention de vote sur 2. Enfin, les Espagnols trouvent que leur Premier ministre a été convaincant sur le thème de l'OTAN. Le chef de l'opposition conservatrice, Manuel Fraga, ne peut pas en dire autant. Lui, l'atlantiste convaincu, a refusé de voter aujourd'hui. Il s'est abstenu. Il n'a pas véritablement participé au débat national sur l'OTAN. Il ne s'est pas mouillé. Sa popularité est en recul. Les absents ont toujours tort. Et puis une image, cette image quand même un peu déconcertante, vous allez le voir, et même étonnante, celle du roi d'Espagne, Juan Carlos, qui est allé voter comme n'importe lequel ou presque des citoyens espagnols. Un roi qui vote, ça n'est pas banal, mais c'est aussi certainement l'image d'une certaine forme de démocratie, la démocratie à l'espagnol. Voilà, c'est donc le vote du roi d'Espagne.
Le sport avec l'arrivée de la 5e étape de la course autour du monde à la voile, étape remportée par UBS Switzerland du Suisse Pierre Feldman. Cette 3e étape menait les concurrents en Uruguay. Feldman est premier en temps réel, mais c'est le bateau français Esprit d'équipe de Lionel Péan qui tient la tête au temps compensé. Les choses se précisent à l'Olympique de Marseille puisque Jean Carieux, l'ancien président du club, vient d'annoncer qu'il abandonnait la présidence de l'OM au profit du groupe Bernard Tapie. Une décision qui prendra effet le 12 avril prochain ou plus tard. Jean Carieux a expliqué les raisons de sa décision à Bruno Ledreff. Je portais 2 casquettes jusqu'ici, président du comité directeur et président du comité de gestion. Eh bien, j'abandonne cette 2e présidence, ce qui me paraît tout à fait normal, eu égard au fait que je ne peux pas prétendre à gérer des fonds qui sont amenés par Bernard Tapie. Vous partez un petit peu, vous partez pas du tout? Je pars un petit peu. Il est tout à fait normal que la participation du groupe Tapie s'étalant sur 5 ans jusqu'au 30 juin 1991, je m'efface du comité de gestion autonome professionnel puisqu'il s'agirait de gérer des fonds n'appartenant pas à l'Olympique de Marseille et appartenant au groupe Bernard Tapie. Alors maintenant, qui est le vrai patron de l'OM? C'est toujours vous? C'est Bernard Tapie, je suis président du comité directeur de l'Olympique de Marseille, mais Bernard Tapie sera donc en quelque sorte propriétaire de droit du comité de gestion professionnel qui gère l'équipe pro, le secteur professionnel, les cadres et autres. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le quartet qui se court demain sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle vous suggère de jouer le 7, le 11, le 24, le 23, le 22, le 15, le 17 et le 16. Un avion sans dessus-dessous, un pilote un peu fou mais diablement habile, une image comme on n'en a jamais vu sans doute. Cela se passe en Californie et notre spécialiste maison, le pilote Laurent Boussier, en est tout abasourdi. Voilà l'image. Si vous avez des problèmes de circulation sanguine, Great Hastings a une solution pour vous. Il vous emmène dans son avion faire un baptême de l'air un peu particulier puisqu'au retour, il atterrit sur le dos. Il paraît que la tête en bas, on a les idées plus claires. Voler sur le dos pour un pilote qui en a l'habitude, c'est très facile. L'atterrissage, c'est un petit peu plus délicat parce que les réflexes sont inversés. Mais si vous êtes bien entraîné, pas de problème. Vous vous demandez quelle sensation on a. Imaginez-vous à la place de la caméra et hop, sur le dos, et boum, l'atterrissage. Amusant, non? En fait, si Greg n'a pas beaucoup d'adeptes pour le moment, c'est pas parce que ces atterrissages sont dangereux, non, non. Ce qui est difficile, c'est de monter dans l'avion. Imaginez les 500 passagers d'un Boeing hissés sur leur siège par un treuil, la tête en bas. Renversant, n'est-il pas? Avant de parler météo, une nouvelle qui, je crois, va vous faire plaisir. En tout cas, moi, elle m'a fait grand plaisir. Christine Ockrent vient d'avoir un petit garçon. C'est même déjà un grand garçon puisqu'il pèse 3,6 kg. Il s'appelle Alexandre. Christine va très bien. Elle est très heureuse et le bébé aussi. Et la météo, maintenant, avec Brigitte Simonetta. Oui, et nous gardons le nez en l'air pour regarder les nuages, parce que nos nuages, il y aura demain. Et je ne vous étonnerai pas beaucoup en vous annonçant le passage d'une nouvelle perturbation. Regardez la photo satellite. Pour le moment, cette perturbation très belle est en attente au large de l'Atlantique, mais en fin de nuit, elle descendra sur notre pays. Et cela nous donne une carte extrêmement compliquée. Et nous allons d'abord regarder cette carte. La carte pour demain, avec d'abord un ciel couvert et pluvieux sur le littoral atlantique, ainsi que de la Normandie au centre, Massif central et Roussillon. Des résidus pluvio-neigeux sur la Savoie et la Corse, du beau temps après dissipation des brouillards matinaux sur l'Est. Enfin, le matin, des éclaircies du nord au bassin parisien, à la Bourgogne, au couloir rhodanien et à la Côte d'Azur. Mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux dans l'après-midi car la perturbation progressera. Et les températures sont en baisse légère, de 2 degrés en moyenne, de 7 à 10 degrés sur la moitié nord et de 9 à 14 degrés sur la moitié sud. En ce jeudi 13 mars, le soleil se lèvera à 7h10, se couchera à 18h51 et ce sera la Saint-Rodrigue. Il me reste à vous rappeler l'information dominante de ce journal. Les 2 opposants irakiens expulsés par la France ont été graciés dans leur pays. C'était l'une des exigences des ravisseurs qui détiennent les otages français au Liban. François Mitterrand a envoyé pour cela un émissaire personnel à Bagdad. Les 2 opposants irakiens ont donc été graciés par le président Saddam Hussein en Irak. D'autres détails, d'autres réactions dans notre dernier journal, ce sera avec Bernard Pradino. Bonsoir, à demain 20h.